Et je vais essayer justement de ne pas prendre trop un réflexe de professeur dans cette enceinte, parce que je suis habitué à enseigner depuis presque tout le temps d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas faire que le prof et de faire quand même un petit peu le conférencier, ne serait-ce que pour ne pas oublier l'un des objets de ma venue, qui est les livres. Mais il n'y a pas que cela, bien entendu. Mon ouvrage, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que Mireille a eu la gentillesse de composer un titre pour cette conférence qui reprend plus ou moins les deux grandes parties de mon ouvrage. Stratégie de l'intimidation. Comment intimide-t-on? Après, on va voir qui, quoi, comment. Comment intimide-t-on? Soit par la stratégie de l'intimidation morale, psychologique, par la culpabilisation, la diabolisation, la stigmatisation, ce que j'appelle la DCR, diaboliser, culpabiliser, retourner. On peut rajouter même le R de rumeur, donc DC2R. Soit aussi la stratégie de l'intimidation physique qui compte. Je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi on était sur RMC il n'y a pas très longtemps pour une émission sur les chrétiens persécutés dans le monde, et on me demande, c'était Éric Brunet, pourquoi on parle si peu de la christianophobie. C'est horrible la réponse que j'ai eue, mais malheureusement je pense qu'elle est vraie. Comme disait Lao Tse, les paroles vraies ne sont pas toujours agréables, et les paroles agréables ne sont pas forcément vraies. La réalité, c'est que tout simplement, les chrétiens ne font pas peur. Alors, on pourra me répondre, ils ont fait peur un certain temps. Certes, c'est vrai, et on a eu raison de condamner les excès passés. Mais aujourd'hui, si on ne parle pas beaucoup de la christianophobie, et si on parle tout le temps de l'islamophobie, la raison principale, ce sont des pressions exercées par les coupeurs de langue, qui vous font taire, et des menaces physiques, qui quand même font réfléchir. Mettez-vous à la place d'un représentant des forces de l'ordre, d'un dirigeant. Et c'est pour ça que je ne blâme pas les hommes politiques, parce que ce n'est pas facile de faire de la politique. Vous recevez une association chrétienne qui dit, s'il vous plaît, M. Hollande, M. Macron, parlez un peu plus des chrétiens persécutés dans le monde. C'est les plus persécutés de toutes les religions. Staline ou Hitler auraient répondu, combien de divisions représentez-vous, messieurs les curés? Vous ne faites plus peur à personne. Qu'allez-vous casser? Allez-vous bloquer des rues? Récemment, on a voulu acquitter Madame Asia Bibi au Pakistan. Le pays a été bloqué pendant, enfin pas bloqué comme les Gilets jaunes, bloqué par la terreur de gens assoiffés de sang qui hurlaient qu'il fallait la tuer. Ils ont déjà tué le gouverneur du Pendjab qui la défendait, musulman. Ils ont tué Bhatti, qui était le ministre des minorités qui la défendait. Son avocat a dû fuir. Ça, c'est de la terreur physique. On condamne quelqu'un à mort, on finit par l'acquitter, et le pays est bloqué par des millions de personnes assoiffées de sang qui hurlent « il aurait fallu la tuer quand même ». Et on a déjà tué tous ceux qui la défendaient. Et il n'y a pas une seule Asia Bibi. Il y a des centaines d'Asia Bibi au Pakistan dont on ne parle jamais. Il se trouve qu'on a parlé d'elle. Moi, je pense aussi à tous ceux qui ne s'appellent pas Asia Bibi. Donc ça, c'est la terreur psychologique couplée d'une terreur physique. Et malheureusement, la fameuse phrase, alors vous allez dire, c'est pas très universitaire, c'est râle et pâquerette, mais malheureusement, les types qui n'ont pas fait d'études et qui sont des voyous, malheureusement, ont parfois un bon sens. Quand Al Capone disait une proposition, c'est bien, mais accompagné d'un revolver, c'est beaucoup plus convaincant. Certes, ce n'est pas nos valeurs, bien sûr. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la violence. Au contraire, il faut éviter la violence. Avec le vivre ensemble, je rassurerai ceux qui ont peur de l'islamophobie, on n'est pas là pour diviser les gens. Au contraire, moi, mon rêve en France, ce serait d'intégrer les musulmans, de faire en sorte qu'ils soient coupés des influences néfastes qui veulent les exciter contre le reste de la population qu'ils voient comme des mécréants. Donc voilà, je voulais dire tout ça au début. Pourquoi? Nous sommes en face d'un totalitarisme que je refuse d'appeler intégrisme, car il y a des intégrismes pacifiques, les Amish, beaucoup de protestants, beaucoup de religieux, juifs, musulmans, chrétiens, peuvent être très, très, très intègres dans une pratique rigoureuse. Certains soufis sont très pratiquants, tout en pouvant être, pas tous, mais extrêmement tolérants. Je fais allusion au chef de l'islam d'Albanie, qui tolère même les conversions au christianisme. Ça peut exister. On peut être très ritualiste, très intègre dans une religiosité, avec du rituel, sans forcément être totalitaire. Les islamistes, quand on les met au même niveau qu'un chrétien qui est pour la messe en latin, ou un juif Lubavitch, ou un fondamentaliste protestant, on mélange des gens qui sont dans une rigueur de spiritualité et de rituel, certes communautaire ou individuel, mais sans aucune violence, et on les met au même niveau que des gens. Un monsieur d'origine iranienne me disait tout à l'heure, quand il m'a accompagné dans cette conférence, parce qu'il est lui-même d'origine iranienne, Amin, il me disait, en Iran, une femme en rouge à lèvres,
attrapé par la police, on lui coupe les lèvres avec des cutters. C'est sympathique quand même. On ne peut pas mettre au même niveau quelqu'un qui coupe les lèvres d'une femme qui a osé mettre du rouge à lèvres, au même niveau qu'un curé un peu traditionnaliste qui aime le rituel de la messe Saint-Pie V. Ce n'est pas la même chose. Je ne connais pas d'intégristes catholiques, protestants ou juifs qui vont couper les lèvres des femmes en mini-jupe, même lorsque ce sont les intégristes. Et donc c'est important de rester, ça je reviens un petit peu dans l'académisme, intégrisme, islamisme, totalitarisme, ce sont des catégories différentes. L'intégrisme, c'est un religieux qui est prêt à tout pour observer ses commandements. Il vit dans un rituel, il en est même prisonnier. Un témoin de Jéhovah préfère mourir que de renoncer à certains rituels, style transfusion du sang. C'est son rituel, son intégrité dans l'observance est plus importante même qu'un but final qui serait d'être sur Terre pour convertir des gens. Le totalitaire, c'est très différent. Il se rapproche plus du nazisme et du communisme. Tout est bon pour atteindre un objectif. L'objectif qu'on appelle les buts de guerre stratégique en géopolitique ou en stratégie. L'objectif du totalitaire, c'est certes parfois utiliser la religion, être très religieux, mais sans aucune limite. L'islamiste est très religieux et observant quand ça l'arrange, mais ça ne le gêne pas de recruter des voyous, des drogués, et même parfois des homosexuels pour tuer des homosexuels. On a vu en Amérique un type schizophrène qui était homo, mais qui allait tuer les homos. Donc on peut même recruter effectivement parfois des psychopathes. Mais est-ce que le fait de recruter des psychopathes et des voyous veut dire finalement qu'il n'y aurait pas d'islamisme, que tout ça, ce serait une histoire de faux musulmans? Eh bien non plus. Il ne faut pas mélanger toutes les catégories, mais il faut savoir aussi, je reviens à Lao Tse, une chose peut être une chose et son contraire en même temps. On peut être un intégriste islamiste de type totalitaire et en même temps recruter parfois des gens qui ne sont pas observants. Alors, ce n'est pas parce qu'on peut recruter des voyous qui connaissent rien à l'islam, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un projet islamiste. Le but de cette conférence, c'est de voir qu'effectivement, on ne peut pas juger le terrorisme islamiste à ces petits soldats qui parfois, effectivement, ne sont pas des bons musulmans. Est-ce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas une véritable stratégie? Je réponds que non, et on peut le prouver assez facilement. Donc voilà, mon livre s'articule en stratégie de l'intimidation, des coupeurs de tête, coupeurs de langue, c'est-à-dire du terrorisme djihadiste, les coupeurs de tête, ceux qui vous intimident avec la méthode d'Al Capone, qui savent convaincre de manière très dissuasive, et la deuxième partie, les coupeurs de langue, ceux qui vous font taire. Lorsque les coupeurs de tête massacrent des gens, le lendemain, les coupeurs de langue, qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec les coupeurs de tête, sont les premiers à dire que les coupeurs de tête n'ont rien à voir avec l'islam. Et finalement, à la fin du compte, on a une immense publicité en faveur de l'islamisme. C'est pour ça que j'affirme en début de ce livre, en 4e de couverture, plus on tue au nom de l'islam, plus l'islamisme progresse, plus les femmes voilées apparaissent, plus on est fier d'être pour la charia, plus il y a de partis islamistes qui apparaissent, plus il y a de fierté de la Ummah, de califat, plus on parle de l'islamisme. Donc dans un énorme paradoxe, je reconnais que c'est un paradoxe, plus on terrifie, on commet des atrocités au nom de l'islam, je dis bien au nom, parce que s'il y a des musulmans dans la salle sincères qui ont un islam paisible, bien évidemment qu'on ne les vise pas. Mais plus on tue, en tout cas, ce n'est pas au nom du bouddhisme qu'ils tuent, j'en suis désolé. Et quelqu'un qui est honnête, Boualem Sansal ou d'autres, il y en a plein, j'en connais plein, des musulmans honnêtes, croyants ou pas, qui reconnaissent qu'on ne tue pas au nom du bouddhisme. En tout cas, les djihadistes, ils ne tuent pas au nom du bouddhisme. Donc on tue effectivement au nom de l'islam, ce qui n'a rien d'insultant envers les musulmans et envers l'islam. Et dernier préalable, parler de racisme à propos de l'islamophobie est la plus grande imposture sémantique, la guerre sémantique qu'on ait pu avoir ces derniers temps. Depuis quand une religion, c'est une race? Surtout une religion qui est totalement universelle, qui se définit elle-même comme prosélyte et absolument pas liée à une race. Dans le judaïsme, c'est différent. Le judaïsme n'est pas lié à une race, mais il est lié à un peuple. On peut comprendre qu'il y ait un lien entre ethnie et religion dans certaines religions comme le judaïsme, mais pas que, aussi l'alaouisme, les druzes. Il y a certaines religions qui sont fermées d'un point de vue presque ethnique, c'est en même temps une religion, un peuple. Mais l'islam est avec le christianisme, même s'il est très différent et même c'est son opposé, il a un point commun avec le christianisme, il est foncièrement universaliste. Donc parler de racisme à propos d'une religion foncièrement universelle qui a toutes les ethnies représentées en son sein est une aberration. Enfin, comme me disait le monsieur iranien d'origine tout à l'heure, Amin, depuis quand une phobie est un délit? Depuis quand on va interdire d'avoir peur?
Donc il est important de ne pas mélanger tous les termes. La haine est condamnable, surtout si elle est exprimée de manière, avec des risques en plus de conséquences pour atteindre la dignité et l'intégrité physique des personnes. Bien sûr, je suis le premier à la condamner. Mais depuis quand avoir peur d'un système qui est de plus en plus menaçant serait un délit? Donc voilà, coupeur de tête, coupeur de langue. Quels sont les buts des islamistes? Tant coupeur de tête que coupeur de langue. Alors, dernière précision, je ne parlerai ici que de la réalité islamiste, que je définis comme un totalitarisme au même titre du nazisme et du communisme. Je ne parle pas des musulmans qui seraient très humanistes ou réformistes ou moutazilites ou tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, il y avait aussi un monsieur d'origine ismaélienne, une secte de l'islam chiite très tolérante. Bien entendu, là, aujourd'hui, je ne parle que de l'islamisme radical qui n'est pas que terroriste. Le terrorisme n'est que 10%, c'est que la face émergée de l'islamisme radical. 90% de l'islamisme radical, qui a un projet califal de conquête mondiale et de soumission de l'humanité à un ordre théocratique, donc c'est un véritable totalitarisme de type théocratique. C'est une théocratie, donc un pouvoir fondé sur Dieu, mais de type totalitaire, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Tout est bon pour y arriver, y compris le mensonge, la guerre, la violence, l'intimidation physique, morale, psychologique. Donc c'est un totalitarisme très comparable au nazisme et au communisme, beaucoup plus qu'à des intégrismes d'autres religions. Et les buts de ces islamistes, tant qui adeptent du soft djihad, le soft djihad, c'est le djihad du verbe, c'est le mensonge pieux. On parle souvent de taqiyya, même si le mot est impropre puisqu'il est lié au schisme. Chez les sunnites, il y a plutôt une tradition de dissimulation au sens de guerre, de prosélytisme guerrier par le mensonge. Mais ça revient au même, on parlera de taqiyya de manière, pour être plus simple. Donc les djihadistes soft qui veulent un djihad du verbe ou un djihad juridique par les tribunaux, la CDH récemment, et les djihadistes guerriers, certes, sont très différents dans la façon d'agir, bien entendu. On ne va pas les mélanger. On ne peut pas dire que Tariq Ramadan, c'est Monsieur El-Baghdadi. Mais il y a un grand point commun entre Tariq Ramadan et El-Baghdadi. La matrice, c'est la même. Les frères musulmans, qui ont inspiré le Hamas en Palestine, à Gaza, qui ont inspiré l'Iran des mollahs, de Khomeini, lui-même membre d'une section des frères musulmans, ils ont inspiré Al-Qaïda, Daesh. La quasi-totalité des mouvements islamistes qui ont un projet totalitaire sont influencés de près ou de loin par les frères musulmans. Donc cette association est formidable. Chez vous, le fils du créateur des frères, le beau-fils du créateur des frères musulmans, Saïd Ramadan, est venu prêcher la belle parole avec un djihad soft, pendant que le bras droit de son père créait le nazisme islamiste avec les nazis en Égypte et en Palestine. Le grand mufti de Jérusalem, lui, il faisait le djihad hard. L'un était un islamo-nazi qui a lancé le djihadisme, l'autre un djihadiste du verbe qui a lancé cet islamisme qui finalement subvertit nos valeurs et on se prétend démocrate et on instrumentalise la culpabilité de l'occidental qui est quand même culpabilisé jusqu'à la moelle depuis des dizaines d'années d'enseignement de la haine de soi. Et donc ces deux stratégies, j'ai longtemps cru qu'elles étaient opposées. Et je me suis rendu compte depuis mes 3 derniers livres qu'en fait, elles se complètent énormément. Je ne dis pas qu'il y a un complot, qu'ils sont d'accord entre eux. Il y a des véritables nuances à l'intérieur de la mouvance islamiste. Ce serait pas académique de dire le contraire. Mais on peut avoir des stratégies ou plutôt des tactiques différentes, mais quand même avoir des buts communs. Et les buts communs, c'est premièrement réislamiser les musulmans. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, le totalitarisme islamiste persécute essentiellement les musulmans. Les morts du totalitarisme islamiste, djihadiste, ou même légal, parfois ce sont les États qui tuent, qui coupent les lèvres, qui emprisonnent. En Arabie Saoudite, on crucifie même, je ne sais pas si vous le saviez, la crucifixion est pratiquée en Arabie Saoudite, pas uniquement la pendaison ou l'égorgement rituel en place publique. Donc voilà, il y a un but qui est de réislamiser les pays qui auraient été acculturés, trahis, désislamisés par des mécréants. Atatürk, qui était membre d'une secte proche des Alévis, les Bektashi, une secte albanaise extrêmement tolérante, qui a une vision très très laïque de l'islam. Et en plus, il était influencé par le Grand Orient de France, la Révolution française. Enfin, il n'avait plus rien de musulman. Il est mort d'une cirrhose du foie. Il était célibataire.
contre le mariage, contre la charia. Il a interdit tout signe religieux musulman. Enfin, Atatürk, c'est la bête noire des islamistes. D'ailleurs, tous les mouvements islamistes du monde, pakistanais, turcs, arabes, vous le décrivent comme un juif masqué qui aurait été lancé par le lobby sioniste mondial pour, de l'intérieur, désislamiser l'Empire ottoman, qui est devenu la Turquie grâce à lui. Et cet homme horrible aurait aboli le califat, premier traumatisme des musulmans islamistes, pardon. Et c'est pour ça que Hassan el-Banna, le créateur des Frères musulmans, en 1928, 4 ans après l'abolition du sultanat et du califat par Atatürk, eh bien, a dit il faut rétablir le califat. Mais comme les forces ne sont pas en notre faveur, l'ennemi occupe Istanbul, l'ennemi colonise la plupart des pays musulmans, on ne pourra pas le rétablir immédiatement, on va faire du gramscisme de l'islam ou du trotskisme de l'islam. Enfin, il n'a pas employé ces mots, parce qu'il n'y avait encore pas Gramsci, mais l'idée c'était, là où on pourra, on utilisera le sabre, que l'on voit sur les drapeaux des Frères musulmans, et là où on pourra, on utilisera la démocratie, on utilisera le soft djihad. Donc voilà, cette organisation a un bras dans le terrorisme, un bras dans la démocratie. Et même mieux, chez nous, un bras dans l'antiracisme. La plupart des mouvances des Frères musulmans en Europe sont alliées à la gauche antiraciste et ont même infiltré des organisations antiracistes. Donc c'est extraordinaire. Une organisation créée par des totalitaires islamistes qui veulent rétablir le califat, qui sont alliés aux nazis, aujourd'hui, ils sont pratiquement systématiquement, dans chaque pays européen et occidental, alliés à des organisations de type antiraciste. Extraordinaire. D'un point de vue stratégique, nous, en géopolitique, on dit « bravo ». C'est extrêmement efficace. Finalement, on peut presque être en admiration devant la technicité, l'efficacité de ces organisations, mais par contre avoir un profond mépris pour les élites qui nous gouvernent, qui ont mangé de ce pain et qui ont accepté cet accord de dupes. Mais Batior a bien expliqué qu'ils ne sont pas si naïfs que ça, et s'ils ont accepté, c'est parce qu'il y a eu des compromissions, et là, effectivement, ce serait l'objet d'un autre débat que tu pourrais animer mieux que moi. Alors, deuxième objectif, une fois qu'on aura réislamisé les musulmans par la stratégie de l'intimidation double, coupeur de langue, coupeur de tête, en intimidant physiquement et légalement ou par le verbe, en discréditant les forces laïques, donc en détruisant les forces laïcisantes, séculatrices, modernistes, réformistes, parce qu'il n'y a pas que des laïcs ou des athées parmi les musulmans modérés. On peut être un musulman modéré parce qu'on est réformiste, parce qu'on n'applique pas à fond la charia, mais tout cela, il faut les discréditer. Et ce que j'appelle les 5 ou 6 pôles de l'islamisme radical s'y sont employés, et aujourd'hui, il y a quelques îlots de résistance face à ce totalitarisme qui progresse. Donc voilà, premier but, réislamiser les musulmans en discréditant ou en intimidant physiquement les laïcs ou les récalcitrants au projet du califat. Deuxièmement, réunir les musulmans lorsqu'ils seront tous gérés par la charia. Naturellement, comme un fruit mûr, les États vont tomber, puisque quand on est régi par la charia, on finit par avoir une conscience pan-islamique. D'où le fait qu'à l'ONU, la seule organisation intergouvernementale qui représente 57 pays et qui exerce un lobbyisme islamique au niveau universel en exerçant des pressions sur tous les États, sur les ambassades et sur la plus grande organisation internationale du monde, l'ONU, c'est une organisation islamique. Il n'y a pas l'équivalent dans aucune autre civilisation ou religion. Donc ça, c'est très intéressant. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ou la conférence islamique, c'est vraiment déjà une manifestation d'un califat en gestation. Et troisièmement, l'idée aussi, et bien entendu, une fois qu'on aura rétabli le califat, n'oubliez pas que dans la tradition islamique, et dans la sunna, le califat, qui veut dire un successeur de Mahomet, c'est le pouvoir successoral après la mort de Mahomet, un pouvoir politique et religieux, il faudra islamiser toute la planète, puisque c'est l'objectif du calife. Le calife avait un rôle politique et religieux, mais un rôle aussi de conquête. Et on le voit d'ailleurs dans la vie de Mahomet, dans le fameux texte La Sira, c'est très 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 présent. L'idée de conquête par la ruse ou par la guerre, mais l'idée d'étendre le règne de l'islam un jour à toute la planète. C'est pour ça que les premiers cavaliers de l'islam, fidèles de Mahomet et successeurs, ont agressé l'Empire perse et l'Empire byzantin, que vous voyez d'ailleurs dans cette carte. Ici, l'Empire islamique vient d'Arabie, il détruit l'Empire perse, il prend une partie de l'Empire byzantin, notamment les possessions maghrébines et proche-orientales, et plus tard, après la gloire des grands califats arabes, Omeyyades et bien sûr successeurs abbassides, il y aura l'Empire turc qui va être aboli finalement très récemment, il y a à peine un siècle. D'ailleurs, Erdogan ne cesse de répéter qu'en 2024, il faudra rétablir le califat. Il ne cesse de pleurer le califat, et chaque année, pendant que nos dirigeants battent leur coulpe pour avoir colonisé
des pays d'Afrique, eh bien Erdogan, chaque année, il est filmé au premier rang d'un cinéma où l'on projette un film terrible où le sang coule du début à la fin, la conquête de Constantinople par les Turcs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans on appelle ça en géopolitique une relation asymétrique. Je m'excuse d'avoir été impérialiste, pourquoi pas, ça part d'un bon sentiment. Hein, on ne peut pas dire que... j'ai pas envie de dire vive l'Algérie française, même si mes parents en ont été à un moment expulsés. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le destin, on accepte les choses. Je comprends tout à fait que les Algériens soient indépendants et je n'irai pas dire vive l'Algérie française. Mais on a en face de nous des Marocains, des Algériens, des Maghrébins qui pleurent l'Andalousie, des Turcs qui pleurent la perte des Balkans, et des islamistes dans le monde entier, mais pas que des islamistes, aussi des États islamiques, même le Maroc. Hein. Le Maroc entretient plusieurs organisations irrédentistes qui prônent le retour de l'Espagne au califat islamique. J'ai étudié un moment les organisations irrédentistes, pan-islamistes en Espagne. Elles sont soutenues par des États tout à fait officiels qui ont un projet de conquête irrédentiste, qui n'est pas que celui de Daesh ou d'Al-Qaïda, qui est celui de nombreux pays musulmans qui enseignent la nostalgie du califat. Donc le califat est très important. C'est un mythe qui est tellement valorisé dans les écoles, dans les chansons, dans les livres, dans les séries télévisées. Récemment, pourquoi la Turquie a acquis un soft power extrêmement important dans tous les pays arabo-musulmans? Par l'exportation notamment de séries qui vantent l'époque du califat. Elles sont extrêmement célèbres. Aujourd'hui, avant, c'était les Égyptiens qui avaient le haut du pavé, qui répandaient leurs séries et leur Hollywood égyptien dans les années 40, 50, 60. Aujourd'hui, c'est les Turcs. Parce que cette nostalgie du califat touche les cœurs de la plupart des musulmans, puisqu'ils grandissent dans la nostalgie d'une supériorité de la Oumma lorsqu'elle était gérée par des califes qui systématiquement agressaient d'ailleurs les mécréants. Hein, le califat, arabe ou turc, jusqu'à la colonisation européenne de l'Algérie, n'a cessé d'agresser, et ce n'est pas une accusation, hein, moi j'ai des amis musulmans, y compris très croyants, y compris d'ailleurs fiers de leur impérialisme, qui disent oui c'est vrai, on était très fiers de ça. Kadhafi disait souvent dans des discours, il faut qu'un jour la Libye redevienne le centre de la piraterie lorsque les Européens avaient peur de circuler en Méditerranée. C'était également un grand discours du chef du FIS, Abbassi Madani, dans les années 90. Il disait « Il faut qu'un jour, l'Algérie redevienne l'un des centres de la piraterie qui fera trembler les mécréants. » Parce qu'on l'apprend, ça, dans des pays islamiques. Et on n'en a absolument pas honte. Je ne connais aucun pays arabe islamique qui enseigne à l'école le regret, la honte d'avoir harcelé l'Europe du Sud et les Balkans systématiquement pendant des siècles, avec des razzias atroces. Même Toulon, Fréjus ont été des territoires colonisés, et pas uniquement l'Andalousie et la Sicile. Donc pourquoi je parlais de El Andalus, qui n'a rien à voir avec l'Andalousie. L'Andalousie, ça vient de Vandalousia, bien antérieur aux Arabes, mais on croit aujourd'hui que ce mot est né avec les Arabes, qu'ils l'avaient arabisé, et El Andalus désignait en fait toute l'Espagne islamique, ou plus arabisée, mais on dit à tort arabisée parce qu'il y avait très très peu d'Arabes en Espagne. Il y avait surtout des convertis locaux et des berbères arabisés très très superficiellement, mais qui étaient islamisés. Et en fait, l'Espagne avait été conquise donc par une dynastie arabe, les Omeyyades chassés de Damas, mais surtout avec des troupes qui étaient berbères, et ensuite de nombreux convertis ont adhéré à l'Espagne, au califat d'Al-Andalus, parce que l'Espagne était très divisée. L'histoire se reproduit. L'Espagne était conquise très facilement parce qu'elle était en pleine division théologique et ethno-politique. Il y avait une véritable guerre civile. Donc les conquérants sont entrés comme dans du beurre. Pareil pour l'Égypte, où les Égyptiens chrétiens de rites orientaux étaient en guerre spirituelle et politique contre Byzance, qui leur imposait une politique grecque et hellénique, mais en même temps qui leur imposait une vision orthodoxe, enfin catholico-orthodoxe à l'époque, du christianisme, que les hérésies locales refusaient, et elles ont accueilli à bras ouverts les conquérants islamiques. Elles l'ont regretté très peu de temps plus tard. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, il y a 6 pôles du totalitarisme islamique. Je répète, ce n'est pas un intégrisme. Il y a des intégristes très pacifiques, même si on peut ne pas les aimer. Il ne faut pas mettre tout le monde dans la même catégorie, mais ceux qui adhèrent à ce projet, on pourrait également définir l'islamisme radical comme une vision théocratique, politique de la religion, une symbiose religieuse et politique, une absence totale de séparation entre les deux, et la religion comme source de la politique, et la politique comme fin, comme but de la religion. Ce qui est tout à fait contraire, non seulement
au christianisme, qui sépare ce qui est à Dieu et à César, mais aussi le judaïsme avec le dina di malchuta dina, en gros la loi du pays et celle du pays, donc il y a comme une séparation entre le religieux et les lois temporelles. C'est quelque chose d'assez unique. Il y a quelques autres religions qui peuvent avoir des points communs, mais cette politisation du religieux si poussée, ou cette religiosisation du politique, est assez unique dans cette religion. Et ce n'est pas une critique que de le dire. En Europe, c'est déjà de l'islamophobie de le dire. Je ne connais aucun imam orthodoxe qui pense le contraire. Si, des imams hétérodoxes peuvent penser le contraire, des penseurs libres, des réformistes, des moutazilites, des chiites, parce que les chiites au départ n'étaient pas théocratiques, ils ont été contaminés par les frères musulmans. Mais dans l'islam sunnite orthodoxe, qui a deux piliers, l'Arabie saoudite avec les lieux saints, le salafisme, et El Azhar en Égypte avec cette grande université du sunnisme, qui a été infiltrée par les frères musulmans depuis très longtemps, l'orthodoxie islamique associe din wa dunya, et les islamistes rajoutent daoula, donc le religieux, le politique et l'État. Donc il y a 6 pôles. L'Arabie saoudite, source du salafisme. Alors quand on a dit à chaque attentat, le salafisme, c'est une insulte envers les musulmans, ça salit l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Que ça ait contaminé l'islam, je l'entends. Que ça n'a rien à voir avec l'islam, alors quand on possède et qu'on manipule les populations où il y a les 2 lieux saints haramain, les 2 lieux saints sacrés, parce que ce n'est pas Jérusalem. Jérusalem, c'est une invention, ça n'a jamais été le 3e lieu saint de l'islam. C'est une invention. D'ailleurs, Ben Salman l'a dit aux Palestiniens, choisissez notre capitale. Ça a beaucoup choqué, mais c'est orthodoxe. Dans l'orthodoxie islamiste, El-Quds est importante, mais il n'y a que 2 lieux saints. Haramain, en arabe, ça sous-entend une paire. Aïn, paire. Donc ce n'est pas 3, c'est 2. 2 lieux sacrés, Haramain. C'est la Mecque et Médine. Donc, si la Mecque et Médine n'ont rien à voir avec l'islam, moi, ça m'amuse beaucoup de l'entendre, ou plutôt c'est triste, parce que intellectuellement, c'est non seulement pauvre, mais c'est orwellien, c'est ubuesque. Ça a à voir avec l'islam. Et ça n'insulte pas les musulmans que de le dire, puisque les musulmans, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est les premiers à en souffrir. Et moi, j'accuse ceux qui traitent tout le monde d'islamophobes, de mépriser profondément les musulmans. Ils ne veulent pas les sortir du salafisme, ils ne veulent pas les sortir des frères musulmans, ils ne veulent pas les sortir des griffes de ces totalitaires. S'ils étaient vraiment antiracistes, progressistes et en cohérence avec leurs idées de gauche ou progressistes ou laïcistes, ce seraient les premiers à défendre Salman Rushdie, qu'ils ont laissé tomber lâchement, ce seraient les premiers à défendre Taslima Najrin, à défendre Boualem Sansal, à défendre d'autres, parce que les musulmans sont les premières victimes. Deuxième pôle, les frères musulmans, qui ont longtemps été aidés par le premier. Aujourd'hui, c'est une guerre totale entre les frères musulmans aidés par le Qatar et la Turquie et les Saouds qui sponsorisent toujours le wahhabisme. Mais longtemps, d'ailleurs Saïd Ramadan, lorsqu'il est venu à Genève avec le centre islamique envoyé par son beau-père, il était aidé par la Ligue islamique mondiale, qui est la structure d'exportation du salafisme au service de l'Arabie saoudite. Donc ce sont des pôles parfois concurrents. Quand les frères musulmans, c'est comme les scorpions, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils piquent. Quand les frères musulmans ont dit aux Saouds, à la population saoudienne, il faut renverser la monarchie, forcément, ça n'a pas trop plu aux Saoudiens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, au départ, énormément collaboré. D'ailleurs, les frères musulmans, quand on les présente dans les médias comme l'antithèse des salafistes, il y a d'un côté les frères, c'est des islamistes réformistes, modérés, et de l'autre côté les salafistes. Mais un frère musulman, vous savez, quand il fait ses sermons, il dit « nous sommes la salafia ». La salafia, c'est le salafisme. C'est un salafisme, certes, islahiste, moderniste ou plutôt réformiste, mais c'est un salafisme quand même. C'est une aberration de dire que les frères musulmans, c'est l'antithèse du salafisme. Ce sont 2 salafistes concurrents. Un qui est très conservateur, allié à l'Occident, et l'autre, le salafisme réformiste des frères musulmans, qui est révolutionnaire. D'où le lien avec l'Iran historique. Les frères musulmans ont une très bonne acquaintance avec l'Iran, d'où le cofinancement du Hamas par le Qatar et l'Iran, et les salafistes saoudiens ont un côté plus pro-occidentaux, plus conservateur, monarchiste. La différence est une différence de pouvoir, mais l'idéologie est très très proche. D'ailleurs, Al-Qaïda est une hybridation de frères musulmans qui ont contaminé des salafistes. Vous rajoutez dans la sauce quelques ingrédients, les services secrets pakistanais, et il faut l'avouer, une aide coupable, un appui coupable de la CIA, vous avez l'origine de la naissance d'Al-Qaïda. C'est pour ça que je dis l'Occident, quand même, a du mal à combattre une menace, puisqu'il est allié avec les États qui ont créé cette idéologie, et elle a même parfois, l'Occident, a même, face à cette haine ou cette volonté d'endiguer la Russie, soviétique ou post-soviétique, elle a parfois même participé à l'éclosion de cette menace. Troisième pôle, le pôle turc, qui longtemps était l'ennemi
de l'islamisme radical. Lorsque Atatürk ou les militaires kémalistes voulaient empêcher les islamistes d'arriver au pouvoir, 4 fois, ils les en ont empêchés. Il a fallu attendre l'Union européenne et George Bush, et Clinton, Bush et Obama pour voir des Occidentaux, notamment les plus importants, les Américains, empêcher l'armée turque de faire un coup d'État. Il faut savoir, on le sait aujourd'hui, l'armée turque jusqu'à 2016, mais c'était trop tard. Quand les Américains se sont réveillés, c'était trop tard. Ils ont voulu renverser Erdogan en 2016. Le coup d'État a échoué, il était très mal préparé. Mais jusqu'en 2010 à peu près, même 2013, les États-Unis, tous les présidents américains ont soutenu systématiquement les islamistes en Turquie, mais pas que les Américains. L'Union européenne, son premier paquet de réformes en direction des Turcs, la première chose qu'ils ont demandé aux Turcs quand Erdogan est arrivé au pouvoir, terminer, mettre fin au pouvoir des militaires qui, justement, à l'époque, voulaient empêcher Erdogan de changer la Constitution. C'est extraordinaire. Erdogan ne serait pas là aujourd'hui sans l'appui de l'Union européenne, qui l'a motivé avec l'argent, et un peu ce qui s'est passé en Iran, la contradiction de la politique américaine qui a empêché les laïcistes en Iran comme en Turquie d'empêcher l'arrivée des islamistes. Giscard et les Américains ont laissé Khomeini détruire l'Iran, et les États-Unis et l'Europe ont laissé Erdogan détruire le kémalisme. Donc ce pôle est très important. Aujourd'hui, Erdogan, qui vient de s'affilier aux frères musulmans, qui est devenu d'ailleurs peut-être même le candidat pour le rétablissement du califat, c'est le programme des frères musulmans, il n'est pas frère musulman au départ, il vient du Millî Görüş, qui est mon ami arménien Georges connaît très bien cette organisation, c'est la matrice de l'islamisme turc, qui est un mélange d'ultranationalisme panturquiste et d'islamisme radical nostalgique du califat. Donc voilà, on a un pôle turco-ottoman, on a aussi bien sûr le Qatar. Le Qatar et les turco-ottomans aujourd'hui aident les frères musulmans. L'Arabie saoudite est dans une relation de rivalité, mais tous ces pôles, on pourrait rajouter aussi bien entendu le pôle indo-pakistanais, avec la mosquée de Lunel qui est tenue par le Tabligh, organisation extrêmement intégriste, mais limite totalitaire, elle est entre les deux. Et souvent, c'est un sas. On est Tabligh, et après, on évolue vers le djihadisme. Donc, tous ces pôles, le Pakistan, c'est aussi la matrice des talibans et d'Al-Qaïda, donc ce n'est pas n'importe quel pôle, soit l'islamisme d'État, soit l'islamisme djihadiste, tous ces pôles, et on pourrait bien sûr rajouter l'Iran. Je ne développerai pas l'Iran tout à l'heure pour une raison très simple. En Europe, l'Iran n'a pas d'action prosélyte radicale de type massive, conversion politique de subversion des musulmans sunnites pour une raison très simple. Ils aimeraient, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas d'espace. Récemment, un imam chiite a été tué à Bruxelles. La guerre chiite-sunnite sévit même sur notre sol. Aujourd'hui, la grande totalité des subversifs qui veulent établir le projet néo-califal irrédentiste d'islamisation de l'Europe sont à 99% sunnites en Europe. Mais les chiites islamistes de la révolution islamique iranienne sont actifs, étonnamment plutôt en direction de l'extrême droite, qu'ils ont très souvent financé. Les mouvements révisionnistes, Alain Soral, Dieudonné, sont très proches de l'Iran. Donc l'Iran a une stratégie assez paradoxale qui n'est pas la même. Donc on verra surtout aujourd'hui les pôles sunnites, mais ça ne veut pas dire que je sous-estime le pôle iranien, qui est très dangereux, qui est l'ennemi principal de mes amis chrétiens du Liban, ou de l'État d'Israël, ou de pays comme les Émirats ou l'Arabie saoudite. Donc l'Iran est une menace islamiste, mais qui est plutôt géographiquement répandue dans sa zone d'influence où il y a des chiites. En Europe, ce sont les sunnites qui ont la plus grande action prosélyte et conquérante. Alors, l'Arabie saoudite, tout le monde connaît, je ne vais pas m'y attarder, elle a les lieux saints, l'argent, les ONG d'Allah, l'influence, les réseaux diplomatiques. Elle a une organisation qui n'est pas que elle, il y a 57 pays dans l'OCI, mais c'est elle qui, avec le Pakistan et la Turquie, sont les leaders les plus importants. Toutes les résolutions onusiennes qui combattent l'islamophobie ou la diffamation des religions, nouveau concept un peu engluant, elles ont été suggérées, ces résolutions, par le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Ils sont extrêmement actifs. J'ai eu l'honneur d'être observateur à l'ONU avec le mari défunt, paix à son âme, de Gisèle de Batior. Eh bien, j'ai assisté moi-même à l'ONU, accrédité par une association qui était présidée par un Anglais, je me rappelle Roy, je crois. J'ai assisté à des choses absolument ubuesques où on voyait à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme, on voyait des États islamistes qui parlaient au nom de l'OCI et systématiquement,
il y avait cette rengaine, l'Occident est islamophobe, l'Occident est raciste envers les musulmans, et à chaque fois ils changeaient de concept. Comme racisme, ça n'a pas été accepté, ils ont mis islamophobie, islamophobie n'a pas été acceptée, et là ils ont fait ressusciter la diffamation des religions, qui est assez habile, puisqu'on n'accepte pas d'assimiler islam à race, avec le mot diffamation, on va dire qu'on nous insulte. Il y a toujours cette idée d'extrême susceptibilité. Autre organisation au service de l'Arabie saoudite, la Ligue islamique mondiale. Alors tout ça, je précise, c'est les coupeurs de langue, surtout, même si ces pays ou ces pôles coupeurs de langue, parfois, ont aidé des mouvements islamistes. La Ligue islamique mondiale, elle a 3000 mètres carrés à Paris, 2500 mètres carrés à Bruxelles, elle a pignon sur rue dans tous les pays d'Occident, comme les frères musulmans d'ailleurs, comme les Turcs, comme les Qataris. Tous ces pôles sont en totale liberté en Europe et en Occident, y compris aux États-Unis. Mes amis, parfois très pro-américains, qui me disent « Ouais, l'Europe est pourrie, l'Amérique c'est fantastique », il ne faut pas idéaliser non plus. Bush était un lobbyiste pro-frères musulmans, et encore plus Obama. Obama avait 6 conseillers frères musulmans. Les deux ont fait des déclarations des professions de foi anti-islamophobes qui concurrencent celles de Trudeau ou de nos plus grands adeptes de l'islamiquement correct en Europe. Donc on n'est pas si différent que ça. La société américaine est elle-même travaillée par ces lobbies extrêmement puissants, notamment parce que Carlyle, Citibank, Citigroup, United Press International ont des capitaux saoudiens. Il faut savoir que les Ben Mahfouz et la famille Ben Laden ont eu des intérêts d'actionnariat communs avec la famille Bush. Donc c'est carrément quelque chose de totalement imbriqué. L'Amérique est autant imbriquée dans l'islamiquement correct pour des raisons de compromission que ne l'est l'Europe. Sauf que l'Amérique est un peu plus courageuse parfois que l'Europe. Donc c'est-à-dire si un jour elle veut réagir, elle le fera de manière plus cow-boy que l'Europe qui est dans une grande léthargie, peut-être liée à la natalité et à la vieillesse. Je ne sais pas. Autre pôle, vieillesse au sens démographique. Autre pôle, les frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin. Alors là, c'est une organisation très intéressante, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, elle veut rétablir le califat, et elle est la conséquence directe du traumatisme qu'est l'abolition du califat par le mécréant juif masqué. On l'appelle Donmé en Turquie, c'est le nom qu'on donne aux juifs masqués, alors qu'en fait, il était pur albanais d'origine, on sait très bien qu'il n'était pas juif, mais allez dire à un islamiste qu'il n'était pas juif, il vous dit, vous êtes naïf. Tout le monde sait qu'il n'était pas juif. Mais c'est le mythe, judéo-maçonnique d'ailleurs, qui aurait détruit l'islam de l'intérieur. Et Hassan al-Banna, il dit, on va rétablir tout ça, on va rétablir le califat. Mais par étapes. On va faire tout d'abord le jeune enfant musulman. Après, on va faire l'adolescent musulman, l'adulte musulman, le village musulman, l'école islamique. Après, la région. Après, le pays tombera comme un fruit mûr. On aura gangréné les ordres des avocats, l'université, les écoles, les clubs de sport, exactement ce qu'ils font dans nos banlieues. L'idée, c'est le Coran et notre Constitution, mais l'épée est là. Non, le Coran, c'est en gros, on va répandre le Coran avec le djihad du verbe, donc coupeur de langue, le djihad soft, mais si on nous empêche d'étendre le règne d'Allah, on pourra utiliser le djihad guerrier, l'épée. C'est pour ça que ces pôles ne sont pas tous que des pôles islamistes modérés. Un pôle peut être à la fois pro-djihadiste et anti-djihadiste. Les Qataris financent un djihad soft avec les frères musulmans type Tariq Ramadan, mais ils ont aussi, c'est comme le seul pays arabe qui a des représentations des talibans, des terroristes shebab somaliens et d'autres mouvements terroristes. D'ailleurs, quand on veut libérer un otage, la France dit on ne paye pas les otages. C'est normal, c'est le Qatar qui paye pour nous. Le Qatar est une agence de communication qui fait le lien entre les démocraties et les terroristes. C'est un pays charmant. Alors, petite anecdote, un jour, un diplomate qatari qui m'a convoqué, parce qu'il était un peu choqué par mes propos dans certaines émissions, me dit « Mais nous, on n'est pas méchants, on n'est pas pro-terroristes. » Et je dis « Ne me prenez pas pour un imbécile, vous êtes sympathique, mais voilà les noms des gens, voilà, vous avez un tel mouvement chez vous, un tel. Il y en a même un qui collecte des fonds, voilà son nom, etc. » Et il me dit « Bon, c'est vrai. Mais nous, c'est une tradition bédouine d'hospitalité. Quand nous avons des terroristes chez nous, on n'adhère pas à ce projet, on est très moderniste, on est pour... Mais il m'a dit, et à un moment il me dit, c'est comme vous, par exemple, si vous deveniez un jour criminel, alors que je vous ai accueilli chez moi, ma tradition bédouine m'obligerait à ne pas vous dénoncer à la police, parce que c'est la tradition bédouine. Donc voilà, on a des pays qui nous prennent pour des imbéciles en nous disant, quand ils accueillent des terroristes, c'est par tradition bédouine d'hospitalité, c'est presque de la charité chrétienne et du pardon. Donc... Pour revenir aux frères musulmans, vous voyez la ressemblance stupéfiante avec Tariq Ramadan, le beau-fils du créateur des frères musulmans, a une mission qui est très intéressante parce qu'elle relie l'Europe au monde musulman. Moi, Hassan al-Banna, je veux rétablir l'islamisme théocratique dans un pays qui a été laïcisé par des horribles mécréants.
les ancêtres de Michel Aflaq, de Saddam Hussein, de Nasser, des espèces de nationalistes arabes ou turcs qui auraient l'idée d'un peu d'imiter l'Occident au niveau des valeurs, même s'ils ne sont pas très démocrates, mais des valeurs un peu séculières, plus ou moins séculières. Mais attention, on a vu les objectifs tout à l'heure. Islamiser l'humanité, c'est le troisième normalement, le dernier objectif. Mais puisqu'il y a plein de musulmans qui commencent à arriver en Europe déjà dans ces années-là, quand on a ouvert le centre islamique de Genève, l'élite des frères musulmans ont dit on va commencer aussi l'objectif numéro 3, islamiser l'Occident, parce qu'on y est carrément contraint. On est contraint de mélanger le but numéro 1 avec le but numéro 3, avant de passer par le numéro 2, qui est le califat. Avant même d'avoir le califat, objectif numéro 2, et le numéro 3, ce serait un califat qui va islamiser l'humanité, on va directement à l'objectif numéro 3. Pourquoi ? Puisque comme il y a des musulmans en Occident, il n'y a rien de pire dans la mentalité chariatique que de voir un non-musulman qui gouverne un musulman. Donc, pour empêcher ces non-musulmans de contaminer les musulmans, il faut aller faire des missions chez eux, et on fera d'une pierre deux coups. On va les désassimiler par une stratégie de paranoïsation, d'où le thème de l'islamophobie, qui est tout à fait intelligent d'un point de vue psychologique et stratégique, en les rendant parano, en faisant croire que tout le monde est contre le musulman. Un jour, une de mes élèves me disait, si on n'a pas de travail, c'est parce que les juifs nous empêchent d'avoir du boulot. Ah oui, une brave fille qui n'était pas du tout islamiste, mais et un autre étudiant que je questionne, il me dit, malheureusement, lui c'était un Marocain, elle était tunisienne, il me dit, malheureusement, c'est vrai, on apprend ça, c'est un truc assez courant, les juifs, ou les mécréants, ou les complotistes, ou les francs-maçons, ou les ennemis de l'islam. En gros, on est entouré de croisés, de francs-maçons ou de juifs qui, de toute façon, complotent en permanence contre les musulmans. Maintenant, la nouvelle idée des frères musulmans, c'est qu'il y a un racisme d'État. C'est même pas l'extrême droite uniquement, ou les islamophobes. L'État, même républicain, est foncièrement ennemi de l'islam. Donc cette stratégie de paranoïsation est très intelligente, puisqu'elle provoque, elle justifie la séparation. Or, la séparation, c'est l'objectif pour ne pas que le musulman soit contaminé par le non-musulman. Donc la stratégie des frères musulmans est très intelligente. Il ne faut pas sous-estimer ces organisations. Même si parfois, dans leurs cellules terroristes, ils recrutent des abrutis, des voyous, des psychopathes. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils recrutent des psychopathes que ce sont que des organisations et une mouvance psychopathe. On est trop manichéen en Europe. S'il y a des psychopathes, donc ce n'est qu'une réalité psychiatrique. Non, il y a des véritables types rationnels qui ont une théorie. Et bien évidemment, imaginez que vous soyez un idéologue terroriste. Est-ce que vous allez recruter un petit bourgeois qui ne tuerait pas une mouche, ou est-ce que vous allez recruter, comme faisaient Mussolini, Hitler, Staline, toutes les paumés de la société, marginaux, habitués à la violence, habitués à vivre dans des conditions terribles, habitués à voir du sang couler? Ils sont plus efficaces, tout simplement. Donc il faut qu'on sorte aussi de notre manichéisme, c'est soit ça. Non, c'est les deux en même temps. Macron a raison sur ce point, en même temps. Alors, les frères musulmans butent, on l'a vu. Aujourd'hui, le patron des frères musulmans se trouve peut-être en Égypte ou au Qatar ou en Turquie, on ne sait pas trop, parce qu'il y a une organisation réelle et une organisation officielle. On a du mal à savoir qui dirige cette organisation. Aujourd'hui, on la qualifie plutôt de tamkin. C'est un système d'organisation non pyramidale, horizontale, en étoile de mer, cloisonnée. Aujourd'hui, les cellules des frères musulmans peuvent être éliminées dans un pays. Elles ne sont pas touchées au centre, elles ne sont pas touchées ailleurs. C'est une stratégie très intelligente, cloisonnée, horizontale, non pyramidale, extrêmement difficile à repérer, mais le but reste tout de même la charia et ensuite le califat. Alors, pour vous montrer le caractère extrêmement subversif de cette organisation, qui est à la fois coupeur de tête, regardez à gauche, l'origine des frères musulmans, c'est une alliance avec les nazis, en Égypte et ailleurs, et en Bosnie, le grand mufti Jérusalem. C'est la matrice de tous les mouvements terroristes qui ont tous des anciens frères musulmans. Al-Qaïda a été créé par un ancien frère musulman, pas Ben Laden. Abdullah Azzam, qui était un Palestinien frère musulman, mais qui a été hybridisé avec le salafisme en Arabie Saoudite lorsqu'il était professeur. Ben Laden est un produit des deux, salafisme et frères musulmans. Les frères musulmans ont une influence sur tous les mouvements terroristes sunnites, et même sur l'Iran des mollahs, et avec une généalogie nazifiante. Cette organisation, quand elle le peut, elle a des organisations démocratiques. À gauche, il y a le côté radical. Au milieu,
c'est les noms de plusieurs partis politiques qu'on a vu éclore pendant les printemps arabes ou avant, où les frères musulmans, là, ont une stratégie démocratique. Nous, on est gentils, on est démocratique. Quand on est violent, c'est uniquement quand on est persécuté. Mais nous, les vrais frères musulmans, notre idéal, c'est la démocratie, comme Erdogan. C'est l'islamisation soft par la démocratie. Donc, terroriste quand ça m'arrange, ou quand j'ai pas le choix. Démocratique quand je peux subvertir les valeurs démocratiques pour établir la charia. Et en Europe, alors là c'est le pompon, je trouve ça extraordinaire, une organisation foncièrement antisémite, judéophobe, antichrétienne, panislamiste, totalitaire, alliée historiquement au nazisme, qui en Europe, là c'est les noms de toutes les mouvances et les tendances des frères musulmans en Europe, cette organisation en Europe systématiquement est alliée à la gauche ou au mouvement antiraciste. Extraordinaire. En matière de fourberie, de double langage, c'est extraordinaire. C'est mieux que la taqiyya, c'est la ruse de guerre. Les sunnites utilisent plus l'expression ruse de guerre ou guerre par la ruse que taqiyya. La taqiyya dans le chiisme était une façon de survivre en milieu sunnite. C'était la dissimulation pour survivre. Chez les sunnites, la taqiyya elle est offensive. C'est un moyen de guerre quand on ne peut pas avoir la guerre du sabre. Donc une organisation qui a une main dans le terrorisme, une main dans la démocratie et un bras dans l'antiracisme en Europe, chez les Européens naïfs qui sont prêts à gober n'importe quoi. Pourtant, quand on lit les ouvrages des frères musulmans, si vous voulez savoir sur quelle partie du corps on bat sa femme, vous lisez l'ouvrage « Le licite et l'illicite » du plus grand intellectuel jurisconsulte des frères musulmans, qui est le patron des frères musulmans en Europe depuis des décennies, qui a été employé du maire de Londres, qui a été payé par une mairie d'un pays européen, qui dirige le Conseil pour la prédication et la fatwa. Il a ouvert l'université de Château-Chinon, qu'il a coprésidé, il est toujours l'inspirateur, c'est le maître d'ailleurs de Tariq Ramadan, c'est l'homme qui est le plus important, le plus influent des intellectuels juristes frères musulmans au monde. Il est mondialement célèbre. Son livre est un ultra best-seller, pas un best-seller. Et il vous explique comment on bat sa femme lorsqu'elle est récalcitrante. Il vous dit aussi les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer un être humain, notamment l'apostasie, se moquer de l'islam ou l'adultère. Un homme charmant. Un autre frère musulman qui est aussi aimé par pas mal de salafistes, El Jaziri, je me rappelle, Le Monde avait présenté cet homme comme un salafiste modéré, parce qu'il était proche des frères musulmans. Alors lui, il vous dit que le djihad est tellement important qu'il faut même renoncer au budget vêtements et réduire le budget nourriture en vue d'acheter le maximum d'armes. Ça, ce sont des gens qui ont pignon sur rue chez nous. C'est pour vous montrer ce que sont les frères musulmans. Ils étaient terroristes à l'origine. Hassan al-Banna parlait du martyr comme but. Le martyr est un idéal. Le martyr, et il parlait du djihad, pas le djihad des cœurs contre ses propres péchés, le vrai djihad, guerrier. On a aussi le pôle pakistanais, bien sûr, qui a pris les talibans qui venaient d'Inde, on les a mis en orbite en Afghanistan, au sein de l'ethnie Pashtun, et aujourd'hui les talibans, c'est un véritable cauchemar. Après 15 ans de présence en Afghanistan, on n'a toujours pas réussi à les enlever, ils ont 45% du pays. Imaginez quand les Américains ne seront plus là. Ils ont 45% à la barre des Américains. Imaginez, le pays redeviendra taliban parce qu'ils sont extrêmes. Et ça, c'est le Pakistan qui les aide. L'ISI, les services secrets militaires pakistanais. On a aussi un mouvement plus soft qui est très bien vu en Europe. Ils ont des aumôniers dans les prisons. C'est le Tabligh. Ils tiennent par exemple la mosquée de Lunel où il y a eu le maximum de candidats en Syrie. Une organisation qui ne prêche jamais le djihad. Jamais elle prêche la guerre. Mais l'obsession du Tabligh, c'est de dire que l'infidèle est impur, il ne faut pas le fréquenter. Même sa sueur, alors ils ont des manuels, la sueur de l'infidèle, sa respiration, il ne faut pas le toucher, on ne serre pas la main des femmes, et même quelqu'un qui a mangé du porc ou qui pourrait en manger, il ne faut pas se frotter, ni même avoir le moindre contact. Mais c'est sûr que, certes, si vous n'incitez pas à la guerre, mais que du matin au soir, vous apprenez à vos fidèles que l'infidèle est tellement impur que sa moindre présence est quelque chose d'horrible, elle va vous rendre impur. À un moment, si on apprend qu'un être humain est foncièrement impur, il va me contaminer, la logique, c'est de l'éliminer. C'est pour ça que beaucoup d'anciens membres du Tabligh, formés en France, plus tard, on les retrouve dans les mouvements djihadistes. C'est assez logique, même si le Tabligh n'incite absolument pas à la guerre de manière explicite. Voilà, et le Pakistan, pays charmant, pour ceux qui sont candidats à la persécution des chrétiens au Pakistan ou candidat à la prise d'otages ou à l'assassinat en Afghanistan, qui est un protectorat du Pakistan. C'est un des pays les plus dangereux du monde. Le Pakistan, il a la bombe atomique. Il organise plein de mouvements terroristes au Cachemire pour nuire aux Indiens. C'est un pays parmi les plus dangereux du monde que les Occidentaux condamnent beaucoup moins que l'Iran.
Là, il y a aussi quelque chose d'étonnant, mais c'est logique, c'est les résultats, ce que j'appelle les dommages collatéraux de la guerre froide. On a tellement utilisé ces pays, les Saoudiens, les Pakistanais contre les Russes soviétiques, que même quand les Russes ne sont plus soviétiques, on continue à voir quand même les ennemis des ex-soviets comme des gens qui ne sont pas vraiment des ennemis. Donc en gros, on veut lutter contre le totalitarisme islamiste avec comme alliés la Turquie d'Erdogan qui veut rétablir le califat, le Qatar et la Turquie qui financent les frères musulmans qui ont pignon sur rue chez nous, la Ligue islamique mondiale, l'OCI, l'Arabie saoudite. Donc en conclusion de cette partie, si nous voulions favoriser le totalitarisme islamiste en Europe, il ne faut rien changer à ce que nous sommes en train de faire depuis des dizaines d'années. Bon, Erdogan, lui, il a compris aussi quelque chose qu'ont très bien compris les Iraniens. La mollarchie en Iran depuis Khomeini a compris que pour séduire les Arabes, il faut taper sur les Juifs à travers l'antisionisme et la palestinolatrie. Donc Erdogan, comme les Iraniens, qui ne sont pas arabes, turcs et perses, utilisent, mais alors qu'ils se contrefichent totalement du sort des Palestiniens, ils utilisent la cause palestinienne, d'où l'accueil du chef du Hamas à Istanbul, d'où l'obsession d'Erdogan à défendre systématiquement les Palestiniens victimes d'un génocide, et notamment les Palestiniens les plus radicaux, le Hamas. Il y a une logique dans tout cela. Maintenant, passons aux coupeurs de tête. Les coupeurs de tête, que ce soit le chef d'Al-Qaïda, Zawahiri, en blanc, ou le chef de Daesh, El-Baghdadi, en noir, ce ne sont pas des voyous débiles ou psychopathes. L'un est docteur en religion, El-Baghdadi, même s'il a été aussi très, très actif dans le djihad et emprisonné. L'autre est un chirurgien. Vous voyez, les cerveaux ou les chefs de ces mouvements ont des doctorats ou des diplômes de chirurgie. Ce n'est pas tout à fait des illettrés abrutis. Ils n'ont pas spécialement été en hôpital psychiatrique. Ils ont une véritable doctrine. Et on ne peut pas leur reprocher dans leur point de vue. Ils ont un idéal. C'est difficile à admettre pour nous, mais ces gens ont un idéal. C'est ce que dit le plus grand stratège américain, on reviendra sur lui tout à l'heure, Edouard Luttwak. Leur projet est un projet qui fait rêver non pas uniquement leurs troupes, je le répète, ce projet, ce mythe du califat, ça c'est la carte de Daesh qui veut rétablir ce califat. Ce n'est pas un projet qui est uniquement celui de psychopathes, djihadistes, salafistes, takfiristes. Les Russes les appellent takfiristes, parce que leur idée, c'est toujours d'excommunier ceux qui ne sont pas dans leur islam à eux. C'est pour ça que je dis souvent, les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme, puisque ces islamistes pensent que tous les musulmans qui n'adhèrent pas à leur vision de l'islam sont des mécréants que l'on peut tuer de manière licite. Leur but, c'est de rétablir le califat. Ils ont d'ailleurs découpé les régions, le Khorasan, Europa pour l'Europe, etc., les Balkans, l'Espagne, El-Andalus. Ce projet n'est pas un projet de psychopathes minoritaires. C'est ce qui fait rêver les masses arabo-musulmanes du monde entier, à l'exception peut-être du Kazakhstan, de l'Albanie, mais les masses arabo-musulmanes, je dirais turco-arabo-pakistanaises, l'arc, le continuum des pays islamiques, on enseigne la beauté, la merveille du califat, la nostalgie du califat. C'est comme si nous, à l'école, on enseignait en permanence la nostalgie des croisades, de la colonisation. À la limite, on a peut-être tort, nous d'ailleurs, d'être honteux de notre passé, parce qu'on ne peut pas juger le passé avec l'œil du présent. Il faut être indulgent avec les ancêtres. On n'est pas responsable de ce qu'ils ont fait, et on devrait... Finalement, les pays musulmans sont moins bêtes que nous, parce que finalement, ils ne jugent pas de manière terrible, accablante, leur passé, puisque de toute façon, le passé, ce n'est pas nous, c'était une autre époque. Donc, autant nous battons notre coulpe que dans ces pays, il y a une extrême nostalgie. Donc, pourquoi je dis ça ? Quand Al-Qaïda ou Daesh disent « tu iras au paradis pour rétablir le califat, tu mourras pour cette cause, et ton martyr, le suicide que tu recherches en tuant et en étant tué, à chaque attentat, les types cherchent quand même à être tués. Pourquoi ? Ça paraît débile, on pourrait se dire « mais c'est juste des malades mentaux ». C'est ce qu'on a envie de se dire. Non, le martyr a toujours été un sel de prosélytisme. Même les chrétiens, qui est un martyr certes pacifique, le disaient, le martyr c'est le sel de la terre. C'est un foment de conversion. Mais c'est valable malheureusement aussi pour les martyrs noirs, les martyrs lugubres, les martyrs mortifères. L'idée c'est que celui qui meurt au nom du djihad lance un message qu'on comprend parfaitement dans notre inconscient. Vous prenez des cachets à l'idée de mourir ou de vieillir, nous, on va allègrement vers la mort. Le message est très clair. Peut-être que pour établir ce but que veulent que les frères musulmans, les Turcs, les Saoudiens
font par l'argent le prosélytisme des coupeurs de langue, la lutte contre l'islamophobie, peut-être que nous, on peut être complémentaires. Parce que lorsque l'on meurt pour la cause d'Allah et qu'on attire les caméras à chaque attentat, on va quand même faire parler de l'islam, on va parler de nos revendications, on va montrer nos héros, nos mamans qui pleurent. D'ailleurs, la maman de Mohamed Merah, on l'a vu pendant 15 jours pleurer à la télévision. On a donné plus la parole à la maman de 2 terroristes qui n'arrêtaient pas de défendre ses 2 fils que la famille des victimes, ce qui est extraordinaire. Récemment, d'ailleurs, c'est un monsieur qui a perdu sa fille au Bataclan, qui a toute la gauche contre lui, on le traite de raciste. Parce qu'il a exprimé, c'est sûr que quand vous perdez votre enfant, c'est sûr qu'on n'a pas le droit à avoir un peu d'emportement verbal. Non, ce serait scandaleux. J'aurais voulu voir ce qu'auraient pensé ceux qui le jugent, si n'importe qui d'ailleurs, par exemple des fachos avaient tué leur enfant, est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de s'en prendre de manière même un peu caricaturale à tous les fachos? Ça, on l'aurait parfaitement compris. Mais là, non. Là, c'est le tabou de l'islamiquement correct. Donc, cet objectif qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est exactement le même objectif que ceux des terroristes. C'est-à-dire les islamistes soft, adeptes du soft djihad, qui ont pignon sur rue, qui sont même parfois financés par nos États. En Autriche, il a fallu attendre 2015 pour qu'on arrête le financement des imams radicaux. Mais au moins, ils l'ont fait. Donc, mais dans le reste de l'Europe, en Belgique, on finance les salafistes avec l'argent de l'État. Les imams salafistes formés exclusivement par l'Arabie saoudite depuis 1978 sont payés par l'État belge. C'est-à-dire, en Belgique, c'est le mécréant qui paye pour sa salafisation. C'est extraordinaire. Là aussi, je dis, je ne peux pas en vouloir à des gens qui ont comme projet de conquérir l'Europe. On ne peut en vouloir qu'à ceux qui les financent pour arriver à ce but. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune animosité finalement à avoir envers des gens qui font leur projet. Ils annoncent la couleur, comme tous les totalitaires. Hitler, Staline annonçaient la couleur. Les islamistes annoncent la couleur. Kardawi, qui pourtant représente l'islam des frères musulmans, soft, c'est le patron de la formation des imams à Château-Chinon en France. Il a dit « Rome sera conquise ». C'est un hadith de Mahomet qui le dit. Après Istanbul, Constantinople, Rome sera conquise. À partir de l'islamisation de Rome, toute l'Europe sera conquise. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas d'Elvalien, ce n'est pas une interprétation même de Boualem Sansal. C'est écrit noir sur blanc dans les fatwas de cet homme qui a la plus haute charge, la plus haute dignité. C'est peut-être le plus célèbre, le plus influent des frères musulmans au niveau mondial. Et il dirige des organisations qui ont pignon sur rue en Europe. Et il annonce la couleur. Donc ça, c'est intéressant. Je reviens à la psychologie du terrorisme. Walter Laqueur, qui malheureusement n'est pas aussi connu que Noam Chomsky en Europe. Nous, on adore Noam Chomsky en Europe. Tout le monde connaît sa fabrique de consentement. Mais personne ne connaît les ouvrages de Walter Laqueur, qui est beaucoup plus intéressant. Mais c'est normal, il n'est pas islamiquement correct, ni politiquement correct. C'est l'homme qui a le plus travaillé, d'un point de vue académique, universitaire, sur la violence politique. Et il dit, le terrorisme islamiste, ou le terrorisme tout court, il ne faut pas le réduire à un psychopathe ou un mec haineux qui va tuer quelqu'un qu'il n'aime pas. La grande stupidité analytique de l'Occident, c'est de dire « le terroriste a de la haine, il vient me tuer parce qu'il ne m'aime pas ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a souvent vu des personnages interviewés qui disent « ce terroriste, j'aurais jamais cru qu'il puisse faire ça, il était gentil, timide, il portait le pain de la grand-mère quand il rentrait le soir, etc. » On a plein de témoignages qui vous disent qu'avant de se faire sauter, ce jeune homme était plutôt gentil. Alors, on a des voyous comme Mohamed Merah, mais on a aussi pas mal de... Le 11 septembre, par exemple, les 14 Saoudiens membres du commando du 11 septembre étaient des bons voisins, des gens bien éduqués, qui avaient fait des études, avec des bourses d'ailleurs de la Ligue islamique mondiale pour 4 d'entre eux, mais ça... L'Arabie saoudite a menacé de retirer ses bons du Trésor si on allait trop loin dans les enquêtes sur le 11 septembre. Donc ça, c'est un autre encore. Edward Luttwak aussi, le plus grand des analystes stratèges américains. Très, très grand stratège, extrêmement célèbre, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Les djihadistes tuent pour convertir. Ça paraît étonnant, mais j'en suis persuadé aujourd'hui. Analysez ce qui s'est passé depuis le 11 septembre. Avant le 11 septembre, les frères musulmans n'étaient pas très bien vus, le voile c'était choquant. Après le 11 septembre, ce n'est pas le voile et les frères musulmans qui sont choquants. C'est le fait de massacrer des gens par milliers en se faisant sauter avec des avions sur les immeubles. Chaque attentat terroriste banalise l'islamiste d'avant. Chaque horreur, chaque supplément d'horreur d'un attentat terroriste déclasse, banalise, rend ça presque acceptable ce qui s'est passé avant. On est presque dans la nostalgie d'Al-Qaïda depuis Daesh. Daesh a été beaucoup plus loin qu'Al-Qaïda.
D'ailleurs, Ben Laden en voulait au créateur de Daesh, qui était Zarqawi, un palestino-jordanien, lui, un peu psychopathe. Sa maman voulait le guérir parce qu'il était très violent et voyou. Elle l'a confié à un imam, c'est devenu le plus dangereux des islamistes. Et il tuait constamment des chiites partout où il les trouvait. Même Al-Qaïda, Ben Laden le trouvait trop extrême. Et ce qui est fantastique, à chaque attentat terroriste, on banalise l'islamiste d'avant, mais en plus, on parle de l'islam en mal. Ça, c'est vrai, on en parle en mal, mais comme on est culpabilisé, on en parle encore plus en bien, pour montrer qu'on ne va surtout pas faire l'amalgame. Donc finalement, à la fin des comptes, chaque attentat terroriste est une immense publicité extraordinaire, non pas uniquement pour les islamistes, mais pour l'islam, puisque à chaque fois qu'on dénonce l'islamophobie, après chaque attentat, on va par compensation dénoncer le terrorisme djihadiste qui n'a rien à voir avec l'islam, et donc faire l'apologie du vrai islam qui est extraordinaire. C'est-à-dire que grâce aux attentats terroristes, cette religion bénéficie de la publicité la plus extraordinaire au niveau planétaire dont aucune autre religion ne bénéficie. Si vous appelez pas ça un succès opérationnel, certes, ce n'est pas de l'opérationnel militaire. Sur le terrain, ils ne sont pas très bons. Quoique, pour les liquider à Mossoul, on était à 1 contre 100. Imaginez lorsqu'on sera à 1 contre 1. Et c'est souvent ce que disent les islamistes. Là, vous êtes avec vos drones et vos super bombes et vous êtes souvent à 10 contre 1 ou 100 contre 1. À Raqqa, on était à 20 contre 1. Le jour où vous serez à armes égales et 1 contre 1, ne croyez pas une seconde que vous gagnerez. Hegel l'a toujours dit. C'est celui qui n'a pas peur de la mort, théorie maître et l'esclave, qui gagne. C'est celui qui a peur de la mort qui perd. Donc le message est très clair. C'est un message d'intimidation, mais aussi un message de prosélytisme. Plus on tue au nom de l'islam, plus on parle de l'islamisme en mal, et par rectification, plus on parle de l'islam en bien, pour ne pas avoir l'air islamophobe. Donc, c'est le génie de l'islamisme que de faire de la publicité. Ils ne sont pas très bons d'un point de vue stratégique, ils ont perdu des territoires. D'ailleurs, on le voit dans pas mal de revendications de Daesh, l'idée c'est de répandre l'effroi, sidérer, intimider, pour faire plier et pour convertir. Car l'être humain va toujours vers ce qui lui paraît fort et terrifiant, et en allant vers celui qui le terrifie, il se sent inconsciemment protégé. On parle aussi parfois de terrorisme d'adhésion. Et faites le calcul, depuis le 11 septembre, on n'a jamais vu autant de mouvements islamistes, toujours plus nombreux, toujours plus fiers d'arborer leur charia, leur foulard islamique et leur programme de conquête. De moins en moins complexés. S'ils étaient exactement comme nous, avec une mentalité culpabilisée, démocratique, individualiste, sympathique, tolérant, ce serait le contraire. Chaque attentat islamiste diminuerait le nombre d'islamistes et même, à tort ou à raison, de musulmans. Non, c'est le contraire qui se passe. Parce que chaque opération de lutte contre l'islamophobie, pour ne pas faire l'amalgame, donne aux musulmans l'idée qu'il n'y a eu aucune responsabilité de leur côté. L'islam et les musulmans sont sans tâche. C'est le message de chaque attentat. Car l'attentat n'a rien à voir avec cette religion, et le salafisme n'ayant rien à voir avec cette religion, il n'y a aucun travail d'autocritique à faire. Le message de chaque attentat, c'est que, puisque ça n'a rien à voir avec l'islam, aucune autocritique. Les musulmans sont totalement irresponsables. C'est le vrai racisme. Nous, on fait de l'autocritique parce qu'on est intelligent, mais eux, aucune autocritique de leur côté. Ils doivent être totalement irresponsabilisés. Et à mon avis, c'est le vrai racisme envers les musulmans. Alors, si vous voulez comprendre le terrorisme de troisième génération, il y a M. El-Souri qui parle du djihad global, parce que finalement, 3000 morts, ça fait du bruit, mais quand on tue quelqu'un avec un stylo, un couteau, un hachoir, ou on le jette par la fenêtre, ou on l'écrase avec une camionnette ou une voiture, on a presque autant de médiatisation que si on fait 200 morts au Bataclan. Le djihad low cost a une rentabilité extraordinaire. C'est de moins en moins cher à produire, et ça rapporte beaucoup, parce que même quand un type n'a même pas réussi à tuer quelqu'un, mais il s'est fait sauter, on a fini par l'abattre à l'aéroport de Roissy, on en parle 3 jours quand même. Chaque attentat, même mineur, suscite une publicité extraordinaire. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme publicitaire. Et l'Occident est très intelligent, parce que les 2 choses que nous demande de faire un des grands idéologues du califat, à la fois inspirateur d'Al-Qaïda et de Daesh, Naji, qui a écrit La gestion de la barbarie, il dit « il faut qu'on parle de nous », c'est ce que fait l'Occident systématiquement, et il faut qu'ils viennent nous bombarder, car quand ils viennent nous bombarder, forcément, leurs bombes, ce n'est pas des bombes super clean, il n'y a que la propagande, il n'y a que les naïfs qui croient que nous, on a des bombes clean, les Russes, c'est des bombes pas clean. Quand les Russes libèrent Alep, c'est un carnage. Quand nous, on a libéré Raqqa et Mossoul, c'était des bombes super gentilles, elles n'ont tué que les méchants.
Moi, j'ai rencontré cet été un officier du commandement des opérations spéciales. Il me disait, on a fait un carnage. J'y étais. Il me dit, et je ne suis pas un antipatriote, j'aime mon pays. On a fait un carnage. On n'a pas fait mieux que les Russes. Il a fallu vraiment déblayer le terrain. Donc, nous, on y croit, mais bon, on croit assez sornettes. Donc, n'empêche que dans la réalité, dans le monde réel, ce n'est pas un jeu vidéo, il y a plein de morts innocents, et donc, ça suscite encore plus l'adhésion. C'est pour ça que les talibans, plus on les bombarde depuis 2001, ça fait quand même du temps, ben, plus ils reviennent. Malgré tout ce qu'on a fait contre eux, les talibans possèdent 45% de l'Afghanistan. Une autre leçon qui m'a beaucoup frappé, El Adnani, il savait qu'il allait mourir, ancien porte-parole et idéologue, l'un des cerveaux de Daesh. Notre but, notre victoire, notre échec ne se mesure pas à la conquête ou à la perte d'une ville, d'un territoire. Notre vrai territoire, c'est le Theatrum Mentis. Il est mental. L'important, notre vrai territoire, c'est qu'on parle de la charia, de l'islam, de l'islamisme. Donc, vous croyez que vous nous avez vaincus quand vous reprenez un territoire en Syrie. Mais nous, à chaque attentat, on multiplie les métastases islamistes qui font parler en mal. Mais comme vous êtes culpabilisés, on en parle en bien. Et il y a plein de musulmans qui vont se sentir victimes, parce qu'à chaque attentat, on nous dit que l'islamophobie progresse. Et finalement, il y aura encore plus de jeunes musulmans qui auraient été intégrés il y a 30 ans, qui sont beaucoup moins intégrés, puisque les coupeurs de langue leur disent de se désassimiler légalement, les coupeurs de tête leur disent la même chose. Le mot central des daéchistes, c'est le désaveu. Désavouez la société infidèle. Ne restez pas parmi eux, et si vous restez parmi eux, ce n'est que pour les harceler. Mais finalement, dans les deux cas, on prône la séparation de manière sympathique pour les uns, les coupeurs de langue, par le djihad du verbe et des tribunaux, et les autres par la séparation physique, par le chaos, la gestion de la barbarie. Voilà, si vous voulez lire les littératures, elles sont tout à fait conformes à de nombreux textes de l'islam classique. Moi, j'ai lu Dabiq, Dar el-Islam et d'autres revues de Daesh ou d'Al-Qaïda. Ce qui est impressionnant chez Dar el-Islam, c'est la rigueur des citations de la Sira, du Coran, des hadiths. C'est très rigoureux et j'ai été frappé, je n'y croyais pas, de retrouver dans la tradition islamique la plus orthodoxe, enseignée dans les universités islamiques, des choses aussi barbares que le viol des païennes yézidis ou pas yézidis. J'ai retrouvé dans des pans du droit islamique des phrases tout à fait orthodoxes qui disent qu'une païenne qui est capturée pendant le djihad légalement déclaré par une autorité islamique, elle peut être violée, y compris si elle est mariée. Et on a des hadiths jugés authentiques qui relatent des propos du prophète qui dédouanent, qui déculpabilisent des fidèles qui lui disent « Est-ce que c'est normal d'avoir forniqué avec cette personne ?» D'ailleurs, il y a même un hadith qui est horrible parce que l'état d'âme, c'est « Est-ce qu'on doit terminer notre action à l'intérieur ou à l'extérieur ?» Et le prophète répond « Peu importe, ce qui naîtra, naîtra ou pas. » C'est assez terrifiant, le degré d'absence d'humanité de certaines de ces sourates. Alors quand on nous dit qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans, oui, qu'il ne faut pas radicaliser et que les gens n'aient qu'une porte de sortie qui serait qu'être athée ou musulman islamiste, c'est vrai qu'il faut trouver autre chose, c'est vrai qu'il ne faut pas stigmatiser, c'est vrai qu'il faut être humain. Les musulmans en France, c'est nos compatriotes, on ne va pas leur proposer uniquement l'athéisme, et il faut trouver des solutions. N'empêche que, même si c'est vrai cela, et qu'il faut trouver un aménagement pour vivre ensemble, est-ce qu'on doit faire obstruction de la réalité? Est-ce que pour le vivre ensemble, on doit taire la réalité? Eh bien moi je pense que non. Tant qu'on n'ira pas aux sources de la doctrine islamiste, qui est même islamique, puisqu'on enseigne dans les universités islamiques sunnites orthodoxes, j'appelle orthodoxe l'islam légal, par opposition à l'islam hétérodoxe. Mais malheureusement, celui qui compte, c'est l'islam orthodoxe, puisqu'il a pignon sur rue, il punit, il condamne. Eh bien, l'islam orthodoxe permet des barbaries comme la crucifixion, comme le viol d'une païenne confisquée pendant le djihad, et permet plein d'autres barbaries, et notamment valorise énormément l'idée du djihad offensif, et pas uniquement le djihad défensif. Le djihad pour la conquête et l'extension du règne de l'islam. Alors, la culpabilisation, on la voit même dans un attentat terroriste de type... Ça, c'est Zarqawi qui avait commencé cette mode des vidéos. Avant d'être tué, ce monsieur qui a la couleur orange de Guantanamo, renversement, la DCR s'est diabolisée, culpabilisée et renversée. Avant de l'égorger, le prisonnier occidental insulte l'Occident, critique ses dirigeants et, comme un bon zimmi, s'accuse d'être inférieur moralement et finalement de mériter son sort. C'est très intéressant parce qu'on a observé chez certaines familles de victimes d'attentats de ce style, enfin d'égorgement, après un discours de type syndrome de Stockholm. Finalement, si ce type est si barbare
on voit quand même qu'il se plaint d'être humilié. Il parle des guerres en Irak, alors que la guerre en Irak, c'était contre un régime pas du tout islamiste. Hein. Mais celui qui n'a pas forcément de connaissances géopolitiques, il pense que c'est vrai qu'on les a humiliés. On a fait des guerres anti-islamiques en rasant l'Irak ou la Libye, etc., ou le Mali, ou l'Afghanistan. Et donc, on observe une tentation de beaucoup d'Occidentaux de donner raison à leurs bourreaux. Finalement, peut-être que la seule solution pour les calmer, c'est de lutter contre l'islamophobie. J'ai personnellement expérimenté ce syndrome de Stockholm antérograde, comme disait Arnaud de Tézac, qui est suisse d'ailleurs, et un de mes maîtres, Bruno Lussato. Le syndrome de Stockholm antérograde, c'est pire que le syndrome de Stockholm. Parce que le type qui est victime du syndrome de Stockholm a été pris en otage. Il a quand même un processus de traumatisme. Le syndrome de Stockholm antérograde, c'est donner raison au bourreau avant même qu'il vous le capture. Au cas où, puisque je sais que ces gens sont d'une violence inouïe, qu'à armes égales, ils nous auront et qu'ils n'ont pas peur de la mort, un jour ou l'autre, et avec les lois aussi de la démographie, un jour ou l'autre, ils seront majoritaires. Donc, soumettons-nous avant qu'il soit trop tard, d'où la célèbre phrase de tous les islamistes, mais aussi des premiers conquérants de l'islam, « Islam taslam », soumets-toi, tu seras épargné. C'est le mot de tous les grands conquérants depuis le début des temps de l'islam. Soumets-toi, tu seras épargné. Tu auras la paix si tu es soumis. D'ailleurs, salam et islam ont la même racine. C'est la paix, mais la paix si on est soumis à la vérité de l'orthodoxie de la religion. Mais ce n'est pas la paix si on n'est pas soumis. Donc salam, la paix, islam, soumission, c'est la même racine, et ce n'est pas pour rien que c'est la même racine. On n'a la paix que dans l'islamité, ou dans la soumission ou la conformité à l'islam. Donc j'ai fait le tour de Barcelone quelques jours après les attentats de Barcelone, qui étaient particulièrement... il y a eu beaucoup de morts, enfin pas mal de morts, 13 morts. C'était un traumatisme pour les Espagnols, surtout les Catalans, gauchistes, séparatistes, hyper anti-catholiques, parce que la mairie de Barcelone, c'est l'équivalent de Mélenchon, et ses alliés, c'est encore plus extrême gauche, extrêmement anti-catholiques, sont tout le temps en train de taper sur l'Opus Dei, l'Église, etc., le complot des croisés, ils n'arrêtent pas d'insulter le roi, les catalanistes veulent une république laïque, très anti-catholique, donc ils pensaient toujours que, contrairement à Madrid, ils seraient épargnés. Manque de bol, il faisait partie de El-Andalus à l'époque de l'invasion arabo-islamique. Et la revendication de l'attentat, c'était rétablir l'Andalousie, que l'Espagne redevienne ce qu'elle était avant qu'elle ait chassé les musulmans. Et moi, ce que j'ai trouvé fantastique, tous les lieux de commémoration organisés par la mairie ne parlaient aucunement des victimes. On n'a aucune photo des petites victimes enfants à las Ramblas. On n'a aucun panneau qui disait « Vive l'Espagne, bravo, résistons par le vivre ensemble espagnol, soyons fiers de ce que nous sommes, puisque eux, ils détestent notre mode de vie. » Non, il n'y avait que des panneaux, et j'ai fait plusieurs lieux, je vous assure, il n'y avait que ce genre de panneaux. Il n'y avait aucune croix chrétienne, aucun symbole de la civilisation européenne, aucune photo des victimes. Il n'y avait que des panneaux du style « Le Pakistan, c'est la paix ». Vous voyez, alors, non, ça, j'ai adoré celle-là. Le Pakistan, c'est la paix, le lendemain d'un attentat commis par une organisation qui est une dissidence d'Al-Qaïda créée par les Pakistanais. C'est extraordinaire. Si on avait dit « les Pakistanais gentils qui habitent à Barcelone, c'est la paix », ok, j'aurais compris. Mais le Pakistan, c'est la paix, c'est extraordinaire, c'est orwellien. Forme formidable. Vous tapez ces Espagnols, qui d'ailleurs ont honte de l'être, parce que c'est des Catalans, et le lendemain, ils vous disent qu'il faut surtout lutter contre l'islamophobie, que le Pakistan c'est la paix, que l'islam est intouchable, sans tache, et que les musulmans sont fantastiques. Il n'y a rien à voir. Aucune critique, aucune autocritique. Extraordinaire. Le lendemain de l'attentat, la maire de Barcelone multiplie par 3, ou je ne sais plus par quoi, enfin, elle augmente considérablement les dotations de la mairie allouées à 2 associations qui luttent contre l'islamophobie. C'est extraordinaire. Là aussi, moi, je suis en extase. C'est le génie de l'islamisme. Après, on nous dit c'est des abrutis, des imbéciles. Ne sous-estimez jamais votre ennemi, surtout s'il est minoritaire, surtout s'il est plus faible que vous. La stratégie du faible au fort, ça existe. Mon maître, le général Gallois, était le créateur de cette expression, qui était l'expression de la force de frappe nucléaire française. La stratégie du faible au fort, ça existe. Le faible n'est pas forcément ridicule ou insignifiant. Il faut se méfier de lui. Alors, mieux, il n'y a pas que les gauchistes. Hein. L'homme que l'on voit comme pratiquement un facho, George Bush, le méchant croisé évangéliste américain, le lendemain du 11 septembre, il prononce une conférence en compagnie de leaders, notamment du CAIR, Council of American Islamic Relations, qui est un lobby pro-frères musulmans qui a plusieurs fois défendu le Hamas.
Le lendemain d'un attentat terroriste, on jure qu'on n'est pas islamophobe et on vante la merveille qu'est la communauté musulmane américaine. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il ne faut pas en vouloir aux Américains musulmans de ce qui s'est passé la veille, d'accord. Mais de là à dire que c'est une communauté fantastique. Il a eu des propos, en gros, il n'y a rien à voir, aucune autocritique à faire. Il n'y a aucun Américain musulman qui est d'accord avec le 11 septembre ou avec l'islamisme radical, et l'islam est sans tache, merveilleux. Mais il a dit ça à côté de militants qui soutiennent un mouvement terroriste, le Hamas, extraordinaire. Là aussi, j'ai dit, c'est fantastique. J'étais vraiment en extase devant la... Mais Obama, c'est pas mieux. En 2009, Obama, il va vanter les lumières de l'islam en s'adressant aux Égyptiens d'Al-Azhar, une université qui qualifie le christianisme de théophage, une université qui a excommunié tous les grands écrivains et jurisconsultes musulmans modérés, notamment les Moutazilites qui croient en la raison. Ils ont tous été excommuniés par cette université qui n'a jamais excommunié un terroriste sunnite. Cette université condamne les actes d'ici-bas des terroristes, mais il y a un grand débat en Égypte en ce moment, qu'on n'a même pas en Europe. Les Égyptiens sont plus courageux quand vous regardez la télévision égyptienne. Il y a des Égyptiens qui disent pourquoi El-Azhar ne refuse toujours de proposer l'enfer et l'excommunication aux djihadistes. Parce qu'au niveau de la doctrine, ils n'ont pas dévié de l'orthodoxie. Voilà ce que répond El-Azhar. Eh bien, devant El-Azhar, qui justifie non pas les terroristes, parce qu'elle les condamne dans leurs actes, mais qui justifie l'orthodoxie de la pensée des salafistes, eh bien, on s'excuse de ne pas être islamophobe. Et Obama a insulté et a critiqué l'intolérance de l'Europe catholique et la supériorité morale de l'islam à la même époque. Extraordinaire. Son discours du Caire est un chef-d'œuvre d'islamiquement correct. C'est extraordinaire. Tout ça après des années d'attentats islamistes réguliers. Voilà, j'ai presque terminé. Et en Europe, on voit la maman de Mohamed Merah qui a pignon sur rue, qui s'est exprimé dans tous les journaux pour défendre le frère qui avait formé le terroriste. Le pauvre, il est maltraité, il est innocent, il était juste... Lui, il n'était pas pour l'action, il était pour la haine, mais sans aller jusqu'au meurtre. Ah ben oui, c'est normal, il a confié, il n'est pas fou. Il a envoyé son frère, qui était un peu plus dingo, se faire exploser. Lui, il a juste formé. Et on a vu cette femme qui pleurait pendant des jours. Ah, mon fils, il était gentil, il était juste un peu... On a quand même... Un troisième fils a écrit un livre en disant « C'est ma mère qui m'a appris à détester les juifs et les chrétiens. On a été élevés dans la haine. » Bien sûr, ça ne vient pas ni de l'islam, ni des parents, ni d'un contexte culturel. Boualem Sansal et d'autres ont été accusés d'islamophobes, même quand ils sont musulmans, parce qu'ils ont osé dire qu'il y a aussi un terreau culturel. Hélas, la nostalgie du califat, l'antisémitisme radical judéophobe, le mépris du croisé, ça, c'est aussi un terreau favorable sur lequel peut proliférer l'islamisme radical. Et le pompeau, c'est Mr. Trudeau. Alors lui, il est génial. Avec les Anglais, c'est le premier leader d'un pays occidental qui accepte une islamisation du droit. Il a accepté de parrainer une loi qui a été adoptée par le Parlement au Canada qui ne condamne que l'islamophobie, mais surtout pas la christianophobie. On n'a condamné que la haine envers l'islam, surtout pas la haine envers les autres religions, surtout pas en tout cas le christianisme. Là, c'est le pompon. Et en Europe, en France, on a plein de cellules du style CCIF, c'est le collectif pour lutter contre l'islamophobie. C'est les frères musulmans qui sont derrière. Et l'idée, c'est d'instrumentaliser notre culpabilité. Ma conclusion sera donc extrêmement courte. Il ne faut surtout pas culpabiliser. La culpabilisation est une arme de guerre. Celui qui culpabilise, il est complice du culpabilisateur. Il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser volontaire. Et il n'y a pas de mauvais dirigeants sans gouverner qui les ont élus. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Je vous remercie.